Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté l'invitation du Centre de facilitation des investissements pour participer avec nous à ce 13e sommet international sur la finance et aussi de contribuer à partir de vos expériences à échanger avec nous sur cette thématique qui est la question de la délocalisation et la reconfiguration des investissements au niveau mondial. À ce panel ce matin, nous recevons avec plaisir 3 hauts responsables d'agences de promotion de l'investissement de pays francophones. Il s'agit d'abord de Mme Solange Amichia, directrice générale du Centre de promotion des investissements de la Côte d'Ivoire. Nous recevons également Mme Nadjati Soidiki, qui est directrice générale de l'Agence de promotion pour des investissements des îles Comores. Et enfin, nous recevons M. Philippe Ivergnaud, directeur de la coopération internationale de Business France, agence de promotion des investissements de la France. Donc, encore une fois, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et j'invite brièvement chacun des intervenants à une brève présentation, à se présenter brièvement et peut-être aussi de nous parler tout aussi brièvement de leur agence de promotion des investissements. Je vous passe la parole. Je passe la parole d'abord à Mme Nadjati ou à Solange. C'est comme vous voulez. Je peux commencer. Merci beaucoup de cette invitation. C'est un honneur pour moi parce qu'on s'est rencontrés au premier sommet au Congo et on est content que vous ayez rejoint la famille du RIRP. Donc, je suis Solange Amichia, la directrice générale du CPC. Je suis de Côte d'Ivoire, mais j'ai passé une grande partie de ma vie en France et travaillé aux États-Unis, en France et aux États-Unis dans une banque d'investissement à New York. Et donc, je suis rentré en Côte d'Ivoire depuis 2015, où j'ai occupé le poste de DG, maintenant de DG du CPC. Alors, le CPC, c'est une agence de promotion des investissements qui est une agence de l'État, dont elle a aujourd'hui au CPC, elle a quatre grandes missions. La première, elle est l'agence d'exécution du gouvernement dans le cadre d'exécuter les réformes qui améliorent le climat des affaires. Donc, quelles sont les réformes qu'on doit faire pour améliorer la compétitivité des entreprises locales pour qu'elles puissent compétir de façon valable sur le marché ivoirien, mais le marché aussi international, et aussi quels sont les indicateurs sur lesquels les pays sont jugés, dont la Côte d'Ivoire, et comment ces indicateurs peuvent être améliorés, ce qui permettrait de favoriser les investissements directs étrangers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, donc ça, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires. Le deuxième, c'est la promotion de l'investissement. Comment est-ce que le CPC va mobiliser les investissements avec justement aujourd'hui, il faut savoir que le CPC est aligné en termes d'activité sur le plan national de développement, qui est tous les 5 ans. Il y a un nouveau plan national de développement et le gouvernement définit ses priorités en termes sectoriels, en termes de développement du secteur privé, en termes aussi de mobilisation des investissements privés. Donc, il y a 59 000 milliards, dont 75% doivent être mobilisés par le secteur privé. Le CPC aujourd'hui contribuant à 15% de la mobilisation des investissements privés. L'objectif que l'État nous a donné, c'est de mobiliser 20%. Donc, on doit mobiliser 6 milliards, moins de 7 milliards entre 2021 et 2025. Donc, c'est un peu ça notre boussole aussi en termes d'objectifs à atteindre. Donc, c'est les stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir capturer des investissements, les secteurs qu'on va pouvoir développer, les études sectorielles qu'on va pouvoir faire, les roadshows et les forums et les suivis des intentions pour qu'elles deviennent réalité. C'est tout ce service-là et toute cette activité-là qu'on fait. L'autre activité, c'est une activité de facilitation dans le parcours de l'investisseur. Donc, une facilitation, c'est cette fois-ci, on n'est pas en face des investisseurs, mais on est en face des administrations. Comment on accompagne l'investisseur
pour, à travers la réalisation des investissements, son parcours avec les administrations pour son étude d'impact environnemental, pour ses permis de construire, son terrain industriel, les difficultés, les impôts, la douane, tout le tralala, plus les avantages du code des investissements qui leur permet en fait de pouvoir avoir des avantages fiscaux et douaniers pour permettre justement d'investir. Donc ça, c'est un outil aussi d'attraction qui est très important. Et aujourd'hui, peut-être on va en parler tout à l'heure, pour lequel nous, on veut mettre du contenu local aujourd'hui pour favoriser l'éclosion des champions nationaux et de pouvoir avoir plus de parts de marché des IDN dans l'investissement privé et pas toujours courir après les IDE. Ensuite, la dernière partie, c'est l'aftercare. Comment est-ce qu'on a fait venir les investisseurs qui sont installés, comment on les retient, comment on travaille dans leurs problématiques de day-to-day, et donc comment on travaille aussi sur le branding de la Côte d'Ivoire. Ça fait partie de la promotion. On a un volet promotion de l'investissement, mobilisation, mais aussi comment est-ce qu'on fait le branding de la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit reconnue sur la plateforme internationale pour telle performance ou telle activité qu'elle fait. Donc, c'est un peu ça l'activité du CPC. Moi, j'ai la charge de la partie Afrique de l'Ouest, mais je fais partie aussi du réseau des API de la zone de l'UMOA, pour lequel je suis la vice-présidente. Enfin, le CPC assure la vice-présidence. Donc, voilà un peu ce qu'est le CPC. Et merci, Madame Amichia. Maintenant, passons la parole à Madame Nadjati et Noikidi des îles Comores. Activons micro, bonjour à tous. Merci, je remercie également l'Agence d'Haïti de nous avoir invités à prendre part à cette conférence sur la finance internationale. Alors pour ma part, oui, Nadjati Swadiki, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements en Union des Comores. Je risque, si je me mets à présenter notre agence, de faire peu ou prou la même présentation qui vient d'être faite par notre collègue, la directrice générale du CPC Côte d'Ivoire. On partage en commun ce même socle de mission, la promotion et le marketing de la destination, facilitation et les services aux investisseurs et l'amélioration de l'environnement des affaires. Donc, comme elle m'a très bien devancé en détaillant ce que contiennent et ce que comprennent ces missions, je referai pas l'exercice. Alors, je dirais peut-être que être doté plutôt de ce mandat aux Comores, ça veut dire travailler pour le compte d'une agence qui œuvre à l'attractivité d'un pays, d'un archipel, moins d'1 million d'habitants, une toute petite superficie, un petit peu plus de 2000 km² de superficie, avec énormément de défis à relever. Nous sommes des îles, donc nous sommes isolés géographiquement, malgré une position géographique favorable. Nous sommes vulnérables au changement climatique. Et donc, dans ce contexte-là, nous sommes un pays qui, à l'origine, disons-le, osons le dire, attirons peu d'investissements directs étrangers et également avons un secteur privé qui est peu développé. Et il y a eu donc un choix, il y a une quinzaine d'années, de la part de nos autorités, d'adopter un outil institutionnel à travers notre agence pour inverser cette tendance et pour nous permettre de valoriser nos atouts, pour nous permettre d'améliorer notre environnement des affaires, pour nous permettre de nous faire connaître et de faire connaître nos opportunités, pour pouvoir financer notre développement essentiellement à travers l'attraction de l'investissement privé. Donc, c'est le rôle et la noble charge dont j'ai été investie en prenant la tête de cette agence. Et donc, nous mettons en œuvre avec beaucoup de volontarisme et beaucoup d'engagement des stratégies qui sont nous aussi alignées, bien entendu, sur le plan national de développement, afin de pouvoir contribuer activement, de par nos différentes missions, à attirer l'investissement aux Comores. Je vous remercie. Merci, Madame Nadjati. Et passons la parole maintenant à Monsieur Philippe Ivernio de Business France, et
Est-ce que je dis qui travaille avec nous et au niveau du Oui. CSJ? Merci, Philippe. Merci, Madame Prophète. Bonjour à tous, à toutes. Ravi de retrouver également les collègues de Côte d'Ivoire et des Comores. Donc, je suis le directeur de la coopération internationale de Business France. Alors, tout d'abord, Business France, rapidement, c'est donc l'agence de promotion des investissements, mais également des exportations pour la France. Nous avons cette double fonction, contrairement aux trois autres agences présentes à cette table. Ceci depuis 2015, suite à la fusion des agences Invest in France et UbiFrance pour les investissements sur la promotion des investissements. Nous ne nous occupons pas, par contre, des investissements nationaux, donc on est exclusivement tourné vers l'international, avec les fonctions de promotion, de facilitation et d'aftercare qui ont également été mentionnées. Nous avons également un rôle important dans le plaidoyer pour l'amélioration de la compétitivité et de l'attractivité de la France, avec par exemple l'organisation du sommet annuel Choose France, qui réunit à peu près 200 chefs d'entreprise mondiaux autour du président de la République et du gouvernement donc, tous les ans. Pour ma part, donc, je m'occupe de la coopération internationale. Là aussi, c'est une spécificité un petit peu de Business France dans le monde des API. Nous avons décidé de renforcer notre activité de partenariat avec les autres agences de promotion des investissements ou des exportations, en développant du travail en réseau, comme par exemple au travers du réseau RIAPI, dont nous faisons tous les 4 parties, mais aussi des réseaux sur la Méditerranée ou sur l'Europe. Et puis en développant une activité de coopération peer-to-peer, comme on dit, pair à pair, pour apporter un appui technique sur des sujets divers aux agences qui souhaitent profiter de l'expérience de Business France dans ce domaine. Donc c'est à ce titre-là que nous travaillons depuis maintenant un peu moins d'un an, presque un an, avec donc le CFI. On est ravis de cette coopération qui va durer encore je pense, au moins 2 ans, pour vous aider à renforcer votre capacité d'attraction d'investissement. Nous avons aussi des projets avec l'ANPI Comores, par exemple. Et donc, ce cadre de coopération, pour nous, est très, très intéressant et très important, car on estime qu'il y a beaucoup de choses à gagner de part et d'autre en win-win, comme on dit, à discuter entre API sur les défis auxquels on a à faire face et sur les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour relever ces défis. Donc, merci Philippe. Donc, le tour de table est fait et peut-être nous allons maintenant toucher le cœur de ce panel, de cette thématique. Bon, comme vous le savez, le flux de l'aide et le flux de l'investissement direct étranger a augmenté durant ces dernières années suite à la pandémie COVID-19. Mais par contre, il y a une faible répercussion au niveau des pays en développement. Il y a d'autres points aussi qu'on pourrait souligner, c'est que durant ces dernières années, il y a 3 grands défis qui ont été soulevés, notamment la capacité de renforcement productif et des pays en développement, notamment des PMA. Deuxièmement, l'atteinte des objectifs de développement durable qui n'arrivent pas vraiment à avancer au niveau des pays en développement et surtout des PMA. Et troisièmement, comment réagir sur ces changements climatiques que nos pays en développement font face. Donc voilà, je pourrais dire 3 grands champs de défis sur lesquels nous faisons face. Et récemment encore, lors de la 5e conférence sur les PMA qui s'est tenue à Doha, au Qatar, où j'ai eu l'opportunité, le plaisir de rencontrer Mme Nadjati, il y a eu pas mal, une plaidoirie des différentes autorités des PMA pour voir comment
attirer l'investissement pour ce renforcement de nos capacités productives et d'atteindre des objectifs de développement durable et aussi renforcer nos capacités de résilience par rapport au changement climatique que nous subissons. Donc, ma première question sera de voir avec vous, dans votre activité de promotion de l'attractivité de votre pays, avez-vous constaté ces changements dans la nature des projets IDE que vous traitez et les critères de localisation de ceux-ci? Nous, au niveau, enfin, je parle pour le CPC dans le contexte de la Côte d'Ivoire. On a eu des impacts. Donc, nous, on a eu trois chocs. Hein. Le premier choc, effectivement, c'est le changement. Quand on dit changement climatique, c'est-à-dire les problèmes de sol, en fait. On n'a pas eu les grandes floods, comment on dit ça, les grandes inondations comme on a eu les années précédentes parce que le gouvernement a travaillé pendant longtemps sur plusieurs années pour éviter justement dérouter un peu les courants. On sait que c'est un pays qui est rempli de fleuves, donc c'est plus en fait des débordements de fleuves. Et puis dans les régions où c'était un peu plus dans le nord, on a planté beaucoup d'arbres, surtout les anacardiers, qui fait qu'aujourd'hui, on a un réseau assez vert et qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est numéro 1 de producteurs de cachou dans le monde. Donc, même le président Houphouët-Boigny, qui dans les, c'est quoi, c'est 1960-1990, il avait déjà, je ne sais pas s'il a vu venir, mais il avait déjà anticipé que le désert avançait. Donc, comment est-ce qu'on fait reculer le désert? Mais surtout, donc c'est pour ça qu'il a commencé à populer le nord avec beaucoup d'arbres. Mais nous, dans le sud, c'est comment les fleuves n'allaient pas déborder. Donc, il y a eu pas mal de travail, surtout sur la ville d'Abidjan, où il y a des gens qui construisaient sur la route, en fait, de l'eau naturelle. Donc, ça fait qu'il y a eu des débordements ailleurs et il y a eu des morts dans des quartiers qui n'étaient pas inondés à l'époque. Et avec le taux de l'urbanisation et l'urbanisation sauvage pendant les 10 ans de crise, on a eu vraiment ce souci-là. Donc, il a vu que l'État travaille pendant les 5 dernières années. Et donc là, on a eu 2 ou 3 années de pluie et les dégâts étaient vraiment moindres parce qu'on a anticipé là-dessus. Et ça, c'est déjà un bon signe. Mais l'impact sur… donc, le deuxième impact, nous, c'est Covid. Alors, nous, on a été parmi les pays qui ont réagi le plus vite et qui n'ont pas eu cette panique. On n'a pas paniqué. On s'est dit, l'OMS a dit oui, faites attention, il y a ceci, il y a cela. Nous, on a dit OK. De façon concrète, on est une population qui est très jeune. 75% de notre population a moins de 35 ans. On a une population qui est relativement bonne santé parce que ce sont des agriculteurs. On a une partie qui est urbanisée, mais bon, on a un système de santé qui n'est pas terrible, mais qui permet de pouvoir apporter les soins nécessaires sur au moins de premier niveau et de pouvoir avoir l'État à dégager du financement dès le départ pour pouvoir commencer déjà à anticiper sur les premiers malades, éventuellement les premiers qui ont été atteints. La politique de la Côte d'Ivoire a été d'avoir une grande vaste campagne de vaccination. Donc, on est parti directement à la vaccination, ce qui fait que l'un dans l'autre, la population étant jeune, en adressant très vite le sujet et en ayant une campagne de vaccination très agressive, on a pu avoir une certaine résilience de notre économie qui fait que très vite, on a réouvert le pays. On a fermé les frontières, mais on a rouvert le pays. Donc, à l'intérieur, il y a eu beaucoup d'activités. Et c'est là qu'on s'est reconcentré sur nous-mêmes pour pouvoir développer ce qu'on appelle, nous, les investissements nationaux. Et si vous voyez nos courbes, en fait, en termes d'investissement, on voit que les IDN ont baissé, mais les IDE ont augmenté entre 2019 et 2020. Ça prouve bien que ça aussi nous a donné des opportunités de dire qu'est-ce que nous-mêmes on peut développer pour nous-mêmes et avec nous-mêmes. Donc, quelque part, notre résilience nous a permis d'être positif en termes de PIB déjà pendant Covid. Pendant que tout le monde était négatif, on était à 2,4, pardon. Et puis, post-Covid, quand on dit post-Covid, c'est-à-dire qu'en remontant en 2021, on était déjà à 6% de PIB. Donc, on a vraiment bien rebondi sur la partie Covid, mais parce qu'on a pris des décisions
très froide. On ne s'est pas laissé paniquer par tout ce que l'OMS disait, attention, il y a ceci, il y a cela. On a regardé notre population, on a regardé notre écosystème et on a dit, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Et ça nous a bien servi là-dessus. Donc ça, je pense que nos gouvernements ont bien réagi là-dessus. Le troisième point, j'allais dire, c'est comment est-ce qu'on inclut dans tout ce qu'on fait la partie sustainability, c'est-à-dire la partie développement durable. Et là, aujourd'hui, nous, par exemple, dans notre code des investissements, on a intégré l'étude d'impact environnemental comme un prérequisite. Si vous êtes une activité qui est soumise à impact environnemental, on ne vous donne pas d'exonération si vous n'avez pas fait votre étude d'impact environnemental. Quand vous voulez demander du financement, on vous demande comment est-ce que votre activité va être pérenne. C'est-à-dire que vous dites, moi, je vais faire de la transformation, la transformation de cachou. Qu'est-ce qui prouve que dans 10 ans, quand vous avez fini de me rembourser, il y a encore du cachou qui est disponible? Est-ce que ce cachou est un cachou qui est fait de façon, je n'allais pas dire sustainable, mais est-ce que ce qui respecte l'environnement? Donc, ce sont tous ces éléments-là qu'on regarde pour pouvoir assurer que dans chaque composant, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit les BTP ou même que ce soit l'énergie, comment l'État assure qu'il y a le volet sustainable qui est pris en compte dans notre politique. Et donc, comme je vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est que cette année, nous, on va passer en révision de notre code d'investissement qui va être un peu plus accentué sur les ODD et aussi sur le contenu local. Donc ça, c'est vraiment les deux points sur lesquels on va travailler. Et on serait très content même d'ailleurs que Business France, si vous avez déjà commencé à réfléchir un peu à cet aspect-là, sur la partie ODD surtout, on serait très content d'avoir vos inputs. Donc j'allais dire pour nous, il n'y a pas eu un gros choc ou un gros impact sur nos investissements parce qu'on avait déjà plus ou moins, si on regarde nous par exemple notre écart entre les IDN et les IDE, on avait un écart d'IDN-IDE de 20% dans les années 2018-2019, mais cet écart s'est resserré entre les investissements IDN, donc local, et les investissements qui viennent de l'étranger. Les taux s'est resserré. Donc en 2020-2021, vous avez vu avec le Covid, on a eu plus d'investissements locaux. Et en 2022, les investissements locaux sont aussi importants. Ça veut dire que le trend qu'on a eu pendant Covid en train de s'accentuer. Et donc, nous, on veut créer des champions nationaux. On veut que ces PME ou ces entreprises locales puissent aller conquérir le monde. Donc, quelque part, on n'a pas été affecté vraiment, mais ça a permis de voir qu'on a des forces et qu'on va pouvoir travailler à partir de ces forces-là pour conquérir en fait des marchés à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'investir au Congo, investir au Sénégal, tous ces éléments-là nous permettent, nous, de faire des joint ventures africaines et de développer le commerce interafricain, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'est ça qui va nous permettre aussi de nous développer et de créer des entreprises qui sont à dimension internationale et créer de multinationales demain. Donc, nous, c'est vraiment dans ce trend-là, et c'est ce que le Covid, j'allais dire, ou ces périodes de crise nous ont appris, c'est qu'en s'appuyant sur nos forces, on peut développer des choses qui sont aussi bonnes que ce qu'on pourrait avoir de l'étranger. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Comme j'ai commencé à le dire en présentation, hein, j'ai commencé par dire que nous, les Comores, le point de départ, c'est que c'est un pays qui attire peu d'investisseurs directs étrangers. Pour citer des chiffres, hein, selon les derniers chiffres, 0,060% des volumes d'investissement de l'Afrique subsaharienne en 2017. Donc, peu d'investissements directs étrangers à l'origine. Et comme tout pays qui attire peu d'investissements directs étrangers, les investissements sont essentiellement concentrés dans les infrastructures. Donc, je dis ça pour dire qu'à la veille du Covid, la situation des IDE aux Comores, c'était essentiellement des investisseurs qui étaient positionnés sur les secteurs des transports, des infrastructures portuaires, aéroportuaires, télécommunications, énergie, etc. À la veille du Covid-19, nous, aux Comores, on avait organisé une grande conférence des partenaires au développement, comme il s'en fait à l'initiative de beaucoup de nos pays, pour mobiliser les financements qui devaient permettre donc, de réaliser ce plan de développement, à travers notamment un appel aux investisseurs directs étrangers.
Et ce plan de développement était évidemment aligné sur les objectifs de développement durable et devait permettre donc non seulement d'attirer des investisseurs directs étrangers pour, aux côtés du gouvernement comorien, réaliser des projets toujours dans les infrastructures parce qu'ils sont essentiels, notamment à travers le partenariat public-privé, mais également de pouvoir attirer les investissements qui allaient nous permettre de pouvoir amorcer la transformation de notre économie et donc des investissements dans des secteurs notamment de l'agriculture, de la pêche, y compris également des services financiers, hein, également des services à valeur ajoutée et dans les niches industrielles. Donc, nous avons organisé, je le disais, cette conférence à la veille du Covid en 2019 et nous avons obtenu les engagements que nous attendions de la part des investisseurs directs étrangers. Donc, quand le Covid est arrivé, ce qui s'est passé, c'est que un bon nombre de ces investisseurs qui s'étaient engagés, évidemment, sont revenus sur leurs engagements pour aller se concentrer sur les investissements qui étaient déjà effectifs dans les différents pays où ils étaient implantés. Mais on a quand même pu maintenir le dialogue avec un certain nombre d'entre eux. Et on a mis ce temps à profit pour se consacrer au montage de ces projets, pour finaliser les discussions autour de ces projets d'investissement. Et donc, notamment ces investissements, je dirais, verts. Hein. Et on a, donc au lendemain du Covid, on a pu démarrer un certain nombre de projets. Donc, si on parle de développement durable, on sait bien que le secteur de l'énergie voilà, garde sa vigueur, notamment des énergies renouvelables. Donc, nous avons pu attirer des investissements pour la construction de centrales solaires, par exemple, mais également d'autres projets d'énergie propre, tels que l'hydrolien et d'autres projets dans ce secteur-là, mais également donc oui, des investissements, par exemple, de taille. Hein, je pense à un investissement américain dans le secteur de la pêche. Donc, du point de vue du travail de promotion, je dirais que le fait que nous ayons tenu cette conférence où nous avons eu l'occasion d'énormément mobiliser, de donner une visibilité à notre destination, de s'adresser à un parterre d'investisseurs et de susciter l'intérêt pour la destination. Le temps du Covid nous a permis de continuer ces discussions, de travailler sur ces projets et de permettre à certains d'entre eux d'aboutir. En post-Covid, on a adopté un plan de relance hein, qui nous a permis de faire le point sur les priorités. Est-ce qu'il fallait toujours promouvoir avec autant d'énergie les mêmes secteurs? Est-ce que les priorités avaient changé? Donc, on a quelque peu redéfini, mais redéfini à la marge les priorités, avec les mêmes projets phares et d'envergure que l'on promeut, mais on a redéfini sur le plan sectoriel quelque peu ces projets. Mais la dynamique est enclenchée. Nous aussi, notre croissance n'a pas été négative au sortir du Covid. Alors, on n'atteint pas aujourd'hui une croissance de 6% comme la Côte d'Ivoire, mais on reprend de la croissance et on continue donc de promouvoir ce plan en espérant voilà, attirer dans les secteurs tout en étant aligné sur les objectifs de développement durable, mais également en tant que pays africain sur l'agenda de l'Union africaine 2063 qu'on intègre systématiquement. Nous avons, nous aussi, peut-être pour finir, depuis 1994, nous exigeons ces études d'impact environnemental. C'est une obligation, elles sont pas, ça ne permet pas d'obtenir un avantage ou non, c'est une obligation, ces études d'impact environnemental. Je l'ai dit, nous sommes des îles, nous sommes vulnérables et donc il convient de veiller à ce que les projets qui soient réalisés sur notre territoire ne soient pas néfastes pour la préservation des écosystèmes et de l'environnement. Merci, Philippe. Oui, merci. Donc, alors, sur ce sujet de l'impact de la crise, je crois que pour nous, on la voit à deux niveaux. Il y a eu effectivement la crise Covid, dont mes collègues ont déjà parlé, qui a commencé en 2020, qui est aujourd'hui quasiment finie. On est au-delà. Il y a eu d'autres crises.
Mais au-delà de ces crises, notre impression, c'est qu'on n'est pas simplement dans une gestion de crise, mais dans une évolution de long terme, dans un changement de paradigme, comme on dit, sur les tenants aboutissants des flux d'investissement dans le monde. Il y a des changements structurels auxquels il faut s'adapter, et pas simplement pour passer la tempête de la crise pendant 1 ou 2 ans, mais vraiment pour se positionner sur les 10, 15, 20 ans à venir. Alors ça, effectivement, c'est toutes les réflexions qu'il y a aujourd'hui dans le monde, et notamment dans le monde des agences de développement, sur l'évolution de la global supply chain, hein, de la stratégie de fourniture des entreprises. Il y a 2 évolutions qui sont intéressantes à voir. C'est l'évolution de la position des gouvernements, avec des stratégies des gouvernements qui sont parfois assez protectionnistes, qui veulent rapatrier la production, par exemple, sur leur territoire, avec des mesures protectionnistes, comme les Américains, par exemple, ou qui, effectivement, vont avoir des mesures incitatives pour favoriser le raccourcissement des chaînes logistiques et le rapprochement des investisseurs de la production. Mais il y a aussi une évolution dans la stratégie des entreprises qui, elles, doivent changer leur mode de fonctionnement pour prendre en compte ces nouvelles contraintes. Alors, il y en a une qui, en particulier, qui est très forte, qui est l'augmentation du coût de la logistique, notamment du transport maritime lié au renchérissement du coût de l'énergie, mais aussi les aspects environnementaux, l'empreinte carbone, l'impact sur l'environnement, aspects auxquels les entreprises sont de plus en plus sensibles, soit pour des questions d'image vis-à-vis de leurs consommateurs, soit simplement pour des questions économiques, de coûts de production, et de réponse aux contraintes et exigences réglementaires des gouvernements. Donc, tout ceci, ça fait que le paysage change, la nature des investissements change, les contraintes et les critères de localisation sont en train de changer. On a constaté, nous, étant en France et au niveau de la France, mais aussi plus largement de l'Europe, il y a effectivement une tendance à un sujet qui est assez à la mode en ce moment, qui est le nearshoring. Il y a effectivement de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui positionnent leur stratégie de développement et de localisation de leurs activités dans cette logique de rapprocher la production des marchés de destination, ce qui, si on prend l'exemple de l'Europe, peut avoir des conséquences importantes puisque, comme vous le savez, une grande partie aujourd'hui de la production se fait en Asie, et certainement pas tout, mais une partie de cette production pourrait revenir à court ou moyen terme, disons, plus proche de l'Europe, soit en Europe elle-même, soit au voisinage de l'Europe. Donc tout ceci, ça nous a amené effectivement à faire évoluer notre stratégie, à cibler, par exemple, un gros sujet pour nous aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour des véhicules électriques, avec l'attraction d'usines de batteries ou de composants pour les batteries électriques pour véhicules. Il y a évidemment tout ce qui est énergie renouvelable, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et qui donc effectivement font partie aujourd'hui de notre stratégie de ciblage. Au-delà de cette stratégie de ciblage, ça nous a amené aussi à développer de nouveaux services liés à la prise en compte de ces contraintes auxquelles on va faire face maintenant les investisseurs, notamment en termes de respect des objectifs de développement durable de chaque pays dans lequel ils veulent s'implanter. Et on est aujourd'hui en train de développer une gamme de services d'appui aux investisseurs pour les aider à s'adapter aux objectifs de développement durable au travers d'un questionnaire qui permet de mesurer l'impact de leur activité, de leur projet sur l'investissement, et ensuite les moyens de réduire les impacts négatifs ou au contraire d'optimiser les impacts positifs de leur projet pour le rendre plus compatible et plus soutenable, hein, ou plus durable par rapport à ces ODD. Donc globalement, et pour terminer, comme l'ont dit mes collègues, il y a eu un impact de la crise. On a eu une réduction des investissements, mais qui a été assez ponctuelle en 2020, qui était liée essentiellement au fait que certains projets avaient pris du retard parce qu'évidemment, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait moins bien communiquer. Et ça a très vite rebondi en 2021.
En volume et en flux, aujourd'hui en France, on ne constate pas une baisse des investissements. Par contre, on constate une évolution dans la nature des projets avec une recherche des projets dont la logique est de se rapprocher effectivement des marchés et de raccourcir les chaînes logistiques. Moi, ce que je dirais aussi, c'est à partir des différentes interventions, ce qui est à noter, c'est qu'il y a eu un alignement assez fort pour les trois interventions par rapport à leur plan stratégique de développement. Il y a eu une adaptation, je dirais. Et l'autre élément qu'on pourrait aussi retenir, c'est la valorisation des actifs que nous avons notamment avec la Côte d'Ivoire, où il y a un point fort qui a été, c'était de s'appuyer sur nos forces propres, je dirais forces domestiques, pour réagir à certains chocs venant de l'extérieur. Donc, il a été aussi noté, et à partir de ce qu'il y a su, pour les trois pays, un alignement, et notamment aussi pour Business France, de ce nouveau paradigme qu'on devait faire et qu'on devait s'aligner à ce nouveau paradigme, notamment le nearshoring, par ce mouvement qui se fait au niveau des investissements. L'adaptation que vous aviez eue en termes d'aliments à votre plan de développement, est-ce que ça a apporté sur certains secteurs, sur certains projets prioritaires? Et je crois que Mme Amisha a eu à le soulever, où il y a de possibles ajustements par rapport aux objectifs de développement durable, par rapport à certaines activités propres. Et est-ce que vous pouvez me dire quelle adaptation en termes d'attractivité, de promotion des investissements, ou bien en termes de secteur, ou bien en termes de projet qui s'est passé en fonction de ce contexte et de mutation que nous vivons? Dans notre plan national de développement, il y a tout un volet, par exemple, changement climatique, il y a tout un volet pas de repli sur soi, mais de comment est-ce qu'on va augmenter, par exemple, notre épargne pour pouvoir financer notre économie. Comment est-ce qu'on va utiliser une partie, comme le Nigeria fait, par exemple, ou l'Afrique du Sud, une partie de nos pensions pour faire le early stage risk, c'est-à-dire commencer à investir sur nos infrastructures. Mais l'adaptation n'a pas été... l'adaptation, c'était par exemple que nous, on était, dans le cadre de notre promotion d'investissement, on était en zone géographique, c'est-à-dire qu'on a dit, nous, on dit, voilà les secteurs qui sont prioritaires, quelles sont les zones dans lesquelles on doit aller chercher. Avec tout ce changement où les pays ont dû revoir leur stratégie, comme expliquait Philippe, où il disait on veut se rapprocher plus proche, se rapprocher plus de le consommateur de la production, ça donne des opportunités extraordinaires pour l'Afrique, qui est le plus proche de l'Europe et les États-Unis, pour pouvoir se positionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un boom sur l'Afrique. Tout le monde veut venir investir en Afrique parce qu'on se rend compte que c'est le seul endroit où vous pouvez faire un chef d'affaires au-delà d'un certain de 30%, 40%, mais aussi qui vous rapprocherait la production des consommateurs. Et donc, nous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est comment est-ce qu'on se positionne, quelle stratégie, donc c'est sur ça qu'on est en train de travailler, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place pour se positionner, pour pouvoir accueillir ces usines, ces projets qui vont être délocalisés d'Asie. Ça, c'est le premier point. Et la plupart sont dans l'industrie, puisque nous, l'investissement privé, beaucoup, c'est dans l'industrie. Et donc, comment est-ce que... et vous avez même la tendance qui a changé, c'est que vous avez les banques aussi, qui d'habitude ne s'intéressaient qu'aux multinationales, qui finançaient que les multinationales qui voulaient se déployer, qui finançaient les multinationales même locales. Elles ont changé de tactique parce qu'elles se sont rendues compte que les marges qu'elles faisaient sur les multinationales et le fait que les multinationales demandent de plus en plus de services à des coûts réduits, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pourront faire une marge un peu plus importante sur les PME et sur les entreprises à moyenne capacité. Donc ça aussi, c'est un shift qui nous permet, nous aussi, la Côte d'Ivoire,
avec nos guichets uniques des PME, avec notre agence des PME, comment on structure et on solidifie ces PME pour pouvoir justement faire profiter de ces entreprises qui vont se délocaliser, ou comment est-ce qu'on fait de la promotion en disant, si vous venez, vous avez un écosystème de PME qui peut vous accompagner en sous-traitance, qui peut vous accompagner en partenariat. Quelles sont les stratégies qu'on met en place pour pouvoir attirer ces investissements qui pourraient être délocalisés, mais dans les secteurs qui nous intéressent? On n'a pas forcément besoin de faire les secteurs qui intéressent la France ou l'Allemagne, mais s'il y a une synergie qui se passe, nous aujourd'hui on a 7 clusters, l'agro-industrie, l'emballage, les matériaux de construction, le plasturgie chimie, tout ce qui est 3 clusters, industrie pharmaceutique, industrie du textile, industrie de l'automobile, donc pièces détachées. Et on a 3 niches qui sont transversales, qui sont le tourisme, le numérique et l'industrie créative. Donc, quels sont les pays qui veulent délocaliser? Donc, on est en train d'aller plutôt sur de la dimension d'intelligence économique pour dire quels sont les pays qui ont besoin de rapprocher, bon, pour des coûts de logistique, mais aussi pour des coûts de production. L'Afrique ayant plus d'infrastructures, ayant plus de staff éduqués, ayant des infrastructures sociales et économiques, des hôpitaux plus performants, des routes, une éducation qui s'améliore, ce qui fait que ça devient intéressant de venir investir en Afrique pour alimenter l'Europe, pour alimenter les États-Unis. C'est sur ces créneaux-là que nous, on veut vraiment travailler pour pouvoir capturer des parts de marché. Et donc, nous, on veut vraiment faire la promotion de nos secteurs. Donc, on a changé la partie où on va chercher les investisseurs, mais plutôt de dire quels sont les secteurs qu'on veut favoriser et où sont ceux qui veulent investir dans ces secteurs pour faire la promotion, pour essayer de mettre en place une stratégie pour les faire venir investir en Côte d'Ivoire. Donc, comme disent les Américains, de quoi ils ont besoin pour prendre la décision d'investir. Le deuxième, c'est qu'on a fait, c'est de dire on veut devenir le grenier aussi du monde. L'Afrique sont les seuls, c'est pratiquement les pays qui ont le plus de terres arables et on est un pays encore agricole. Comment on augmente notre capacité d'agriculture avec une agriculture beaucoup plus moderne et comment on nourrit l'Afrique et comment on nourrit le monde. Donc aujourd'hui, c'est des opportunités. On avait le Maroc et l'Espagne qui nourrissaient beaucoup l'Europe et même les pays comme la Russie. Comment nous, aujourd'hui, on se positionne aussi pour devenir aussi le grenier pour nourrir le monde. Enfin, pas le monde, je commence déjà par l'Afrique, hein, à des coûts bas, en améliorant la productivité et faire de l'agriculture durable, et donc de faire aussi de l'agroforesterie. Un autre élément que nous, on regarde aussi, c'est, donc ça fait partie de la gestion des forêts, hein. On nous dit qu'il faut gérer les forêts, il faut conserver les forêts, mais entre-temps, il faut que les gens mangent. Il faut que les gens fassent de l'agriculture. Donc aujourd'hui, c'est comment on fait de l'agroforesterie pour pouvoir développer ces cultures maraîchères et vivrières, en même temps de préserver nos forêts et nos ressources côtières. L'autre point qu'on a regardé aussi, c'est qu'il y a des fonds verts sur lesquels on ne tape pas assez. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va développer des projets verts et des projets bleus. Aujourd'hui, l'aquaculture, c'est un secteur qui est très... Nous, on a un problème de protéines. Ici, on apporte toute notre viande et nos poissons. Il faut qu'on reverse la tendance et que demain, on devienne même des exportateurs. Donc aujourd'hui, c'est dans cette démarche-là, on dit, on prend les problématiques qu'on a. Donc, on regarde notre balance de commercial, on dit qu'est-ce qu'on importe le plus? On importe le plus les protéines et les pièces détachées des automobiles. Et on exporte le cacao en beans, en fèves. Donc, comment faire? On va produire local les poissons et du livestock, enfin l'élevage, donc la matière première aussi pour les nourrir. Et on va, dans un autre deuxième temps, on va transformer aussi nos matières premières au lieu de les exporter, les matières premières commerciales. Donc, aujourd'hui, c'est ce trend-là, c'est-à-dire, c'est vraiment regarder ce dont le monde a besoin, l'Afrique d'abord, et puis de faire revenir de la technologie, si on a besoin de d'attirer les investisseurs qui sont loin et qui veulent se délocaliser, comment est-ce que nous, on se positionne pour qu'ils viennent chez nous parce qu'ils seront plus proches de leurs consommateurs. Et on est vraiment dans cette dynamique-là et c'est vraiment cette adaptation qu'on a fait. On n'a pas changé le PND, on a juste
comment j'allais dire, on a changé les vues en fait, mais c'est le même résultat. Le résultat, c'est que nous, on doit faire 59 000 milliards d'investissements, dont 75% d'être mobilisés par le secteur privé. Ça ne change pas. C'est les stratégies qu'on met en place qui vont changer. Et donc, du coup, l'État doit s'engager pour faire les infrastructures qu'il faut pour que ces industries viennent s'installer, donc les zones industrielles, les zones économiques spéciales, de l'énergie moins chère et de l'Internet moins cher. Ce qui est aujourd'hui les deux sujets, ce sont les trois sujets qui sont notre challenge aujourd'hui. C'est l'énergie moins chère, les zones industrielles, économiques, aménagées et un Internet moins cher. Ça, c'est les trois sujets sur lesquels on est en train de travailler, qui peuvent être un frein à toutes nos ambitions. Question donc de l'adaptation, hein, comment on a adapté nos stratégies. Je dirais qu'il n'y a pas eu un changement substantiel, hein, de nos stratégies. Il y a eu des réajustements qui tiennent compte donc, de la nécessité de relancer l'économie, mais aussi finalement de réduire cette dépendance à l'extérieur, hein. On ne vit pas les mêmes enjeux que les pays développés du Nord en matière de chaîne de valeur, mais nous sommes voilà, des importateurs nets. Et le Covid notamment, mais aussi hein, la crise des conteneurs, ce qu'on appelait la crise des conteneurs, et ces problèmes qu'on a tous connus sur le sujet de l'approvisionnement, des chaînes d'approvisionnement, a fait qu'il a fallu se poser la question de la réduction de la dépendance à l'extérieur, évidemment. Alors paradoxalement, nous, dans le plan de relance, on vit sur l'accélération du processus de mobilisation des ressources intérieures. Donc, on avait dit au début, on s'était dit comment faire en sorte que le secteur privé puisse être un partenaire sur la réalisation des projets d'infrastructure. Finalement, on dit ce n'est pas la panacée, il faut qu'on soit en mesure de réaliser des projets publics d'infrastructure et la participation du secteur privé, c'est résiduel, c'est quand le montage du projet le justifie. Donc déjà, il y a eu ce volet-là qui a été développé à travers le plan de relance. Ensuite, grosso modo, on promeut les mêmes secteurs, mais avec une emphase qui est faite sur des secteurs qui étaient peut-être un peu moins mis en valeur, tels que, effectivement, les secteurs sociaux, tels que l'éducation, la santé, aujourd'hui, qui retrouvent finalement la place que ces secteurs méritent au devant de la stratégie de promotion de ces secteurs, de promotion de l'investissement, y compris privé, dans ces secteurs. Et quand on pense au secteur de l'éducation, c'est une transition toute trouvée avec le numérique, hein, qui a complètement pris le devant de la scène dans le contexte Covid, avec des projets notamment de e-learning aujourd'hui qu'on promeut, parce que ça a permis, au moment du Covid, tout le monde était d'accord, de permettre de continuer à bénéficier de l'instruction ou de l'éducation malgré la fermeture des frontières. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde est plus ou moins disposé à avoir recours à ce type de service. Donc voilà, le numérique reprend, nous, dans notre stratégie, une place plus importante. Il faut savoir qu'à l'origine, elle avait une place de ce qu'on appelait catalyseur, hein, donc un secteur transversal qui trouvait sa place, e-santé, e-agriculture, e-éducation, etc. Et là, le numérique est repositionné en tant que secteur à part entière. Et puis, une approche régionale. De notre côté, on a préparé une initiative qui est donc les ADDOI, qui sont les Assises du développement durable de l'océan Indien, à travers laquelle on a mutualisé les forces et les énergies entre les îles de l'océan Indien pour promouvoir collectivement un portefeuille de projets d'investissement qui contribuent au développement durable, des projets d'investissement d'envergure qui sont portés par l'ensemble de ces pays, avec un credo qui est 30 d'ici 2030, donc un portefeuille de 30 projets qu'on promeut et qu'on développe ensemble d'ici 2030, avec l'objectif justement de développer des projets de lutte contre le changement climatique qui contribuent à la réduction de l'empreinte carbone, par exemple, ou dans les domaines de l'économie bleue. Donc, on a élaboré ensemble ce portefeuille et puis on tape ensemble à la porte des organismes de financement et des investisseurs. Et on arrive à mobiliser ensemble, donc soit sur des projets qui ont une envergure régionale, soit qui sont réplicables à l'ensemble des îles de la région. Et c'est vrai que ça nous permet, sur ce pan-là, de l'environnement, du développement durable, de l'économie bleue, d'avoir une force supplémentaire
supplémentaire. Hein. Je vous disais, c'est moins d'1 million d'habitants. Si on prend nos voisins de Madagascar, plus de 20 millions. Le fait d'être côte à côte, déjà en termes de marché, ça nous permet de nous sentir grandis et puis des opportunités et de l'expertise qu'on retrouve dans certaines des îles qui nous permet de construire une offre complémentaire et d'être plus compétitif et plus attractif, surtout auprès des investisseurs et des organismes de financement auprès desquels on promeut ces projets-là. Oui, en termes de stratégie, notre stratégie, disons jusqu'il y a 3 ans, avant les crises et les évolutions dont on vient de parler, mais aussi l'attraction des activités industrielles, sachant que c'était une priorité. On avait un certain nombre de succès, puisque la France était le premier pays d'accueil d'activités industrielles en Europe, hein, par rapport à ces pays concurrents, mais dans un contexte où on constatait une assez forte désindustrialisation de la France. Les industries ayant, sur les 25 dernières années, étant beaucoup parties, comme on l'a dit, hein, notamment sur l'Asie, avaient donc un problème de perte d'emploi, mais aussi de dépendance à un certain nombre de pays pour la fourniture de matériel et parfois de composants critiques pour l'industrie automobile, aéronautique, électronique ou d'autres. Donc, l'évolution qu'on a eue avec ces crises successives et ces nouvelles tendances, y compris les tendances impulsées par les entreprises eux-mêmes, sont de ce point de vue-là assez positifs pour nous, dans la mesure où notre axe stratégique d'attraction d'activités productives, de manufacturing, est renforcé par ces tendances de rapprocher la production des marchés. Alors ça, c'est un point pour la stratégie de la France elle-même. Je voudrais élargir un petit peu peut-être le propos sur les partenariats qu'on peut développer dans ce secteur. Car si on regarde la stratégie des entreprises, on l'a déjà évoqué, si elles veulent se rapprocher des marchés, on espère bien qu'un certain nombre choisiront de venir s'implanter en France. On a parlé des batteries électriques, par exemple. Et là-dessus, nous avons une offre compétitive, mais on sait qu'un certain nombre d'activités ne viendront pas en France ou même plus largement sur l'Union européenne pour des raisons de coût. Par contre, les entreprises ne veulent plus prendre les risques de fournir depuis trop loin avec les risques de rupture logistique, voire les risques liés à la géopolitique. Hein. On l'a vu par exemple avec la collaboration et les liens économiques qu'on avait avec la Russie, avec la guerre qui s'est déclenchée il y a 1 an. Beaucoup d'entreprises ont dû complètement revoir aux risques géopolitiques et une dimension majeure. Et dans ce cadre-là, notre stratégie ou la façon dont on voit les choses, c'est qu'effectivement, on joue bien sûr la carte France, puisque c'est quand même notre mission principale, mais aussi la carte partenariat avec des pays qui peuvent plus facilement, peut-être pour certaines activités, attirer des entreprises en raison de leur écosystème industriel, de leur coût de main-d'œuvre, pour finalement obtenir les résultats que l'on cherche, que ce soit au niveau des gouvernements européens ou des entreprises, de se rapprocher du marché, mais sans forcément venir s'implanter sur le continent européen. Et c'est notamment toute la stratégie qu'ont nos collègues des pays d'Afrique du Nord, par exemple, qui aujourd'hui se positionnent pour attirer des projets qui s'intéressent, qui doivent ensuite produire pour le marché européen. Et pour nous, ces stratégies-là ne sont pas concurrentes. Au contraire, je pense qu'il y a une certaine complémentarité. C'est pour ça que là, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, à réfléchir à ces évolutions des chaînes, et non pas à se dire, on est concurrents, il faut absolument qu'on se batte sur les mêmes projets pour essayer de les attirer, mais peut-être d'être plus complémentaires en travaillant ensemble pour offrir les meilleures solutions aux entreprises qui souhaitent relocaliser leurs activités. Oui, non, Philippe, c'est exactement l'approche qu'on a, où on a contacté justement le groupe des entreprises du groupe Cian, mais aussi le MEDEF International, avec lequel on a passé la bourse de projet pour qu'ils regardent en fait quelles sont les activités qu'ils voudraient faire maintenant en Côte d'Ivoire en tant que porteur de projet, donc en tant qu'industriel, et pour lesquels l'AFC, SFI, voilà, AFC, serait prêt à financer en fait le projet. Et ça, pour nous, c'est exactement
ce type de projet qu'on veut vraiment attirer ici. Et donc, je pense qu'il y a une synergie à avoir en termes de qu'est-ce qui peut être localisé en France ou dans les pays slovaques, qu'est-ce qui pourrait être localisé en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Bénin, qui pourrait profiter à l'Afrique de l'Ouest d'abord, à l'Afrique de l'Ouest aussi, puisque ça aussi peut-être sûrement vos clients. Ce qui est produit en Asie, c'est peut-être pour alimenter les pays d'Afrique. Donc, pourquoi ne pas produire en Afrique pour alimenter les Africains et qui pourrait revenir en termes de bénéfices d'emploi et de consommation en Afrique, enfin en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région, même si les revenus reviennent à la France. En fait, c'est ça aujourd'hui à la fin de la journée qui pour nous est je veux dire, un gagnant-gagnant. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ça, de savoir qu'on a défini la zone de l'Ouest et la zone centrale. Comment est-ce qu'on regarde les forces et les avantages compétitifs de chaque pays ou de chaque zone, hein, et de regarder quel est le pays qui va être le pôle économique de compétitivité qui va permettre aux entreprises françaises de se délocaliser parce qu'elles ont des PME qui sont dans l'écosystème comment on dit ça, de sous-traitance, parce que y a une stabilité politique, parce qu'il y a les infrastructures, parce qu'il y a des avantages douanières, parce que c'est les pays qui vont consommer ces produits-là et qu'on peut les produire au même coût qu'on les produisait en Asie. Et même si aujourd'hui, ces pays-là ne sont pas capables, nous, on n'est pas capable de le faire moins cher qu'en Asie, quel est le coût de facteur sur lequel on doit travailler pour attirer ces investissements? Sachant que nous, à la fin, c'est comment est-ce qu'on bâtit un tissu industriel et comment on crée des emplois durables. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Parce que pour moi, ce n'est pas que la France, il y a l'Allemagne qui est en difficulté aujourd'hui, c'est l'Angleterre avec le forum UK, Afrique francophone. Ils ont bien compris qu'aujourd'hui, on est le nouvel Eldorado. Mais comment cette nouvelle Eldorado peut être structurée en accompagnement technique, donc soit en transfert de technologie, soit en formation. Je ne sais pas si vous savez, il y a un groupe français qui va venir pour faire un grand centre de formation technique sur l'industrie. Donc, c'est des formations industrielles qui vont être situées dans la zone industrielle avec la fédération ivoirienne de toutes les grandes industries qui se passent ici. C'est ce genre d'initiative qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on apporte la technologie, comment on apporte la formation sur des secteurs industriels, parce qu'on veut délocaliser ces entreprises, on est sûr d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais surtout aussi de pouvoir réduire les coûts, en fait. Et ça, je pense qu'on peut travailler là-dessus. On va avoir une superbe synergie si on travaille là-dessus. C'est sur ça que je veux travailler dans les prochains mois. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a du sens pour vous. Simplement, effectivement, je confirme que ça va tout à fait dans le sens de ce que je disais. Il y a une collaboration à développer par rapport aux stratégies d'entreprise où on est globalement gagnant. C'est-à-dire qu'on travailler ensemble sur la stratégie d'entreprise pour voir ce qui peut être intéressant de localiser, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Haïti ou ailleurs, et pour certains autres projets dans d'autres pays, c'est à mon avis une voie qu'il faut vraiment explorer de près. Je crois que nous abordons maintenant un secteur d'avenir, un secteur, je pense, qui est une filière vraiment et porteuse pour tous les pays en développement, notamment les PMA, c'est la question de l'énergie renouvelable. Donc, l'énergie renouvelable, ce sont des énergies vraiment propres. Et je dirais, et compte tenu du contexte avec la hausse des prix et des produits pétroliers, donc je crois que ce secteur-là peut vraiment contribuer à réduire des coûts en termes d'infrastructures énergétiques et d'implémentation et d'industrie. Donc, ce secteur d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, comme vous le savez, c'est un fort potentiel que nous avons au niveau des pays en vue de réduire les coûts d'accès des populations.
Donc, je sais que dans votre pays, ce secteur, c'est un secteur, pour me répéter, un secteur d'avenir et une filière porteuse. Quelle stratégie, et je pourrais dire qui pourrait être mise, parce que comme vous le savez, ces infrastructures de grande échelle ont un coût vraiment élevé. Comment une stratégie d'échelle moyenne ou bien d'échelle beaucoup plus petite pourrait nous aider à atteindre cet objectif dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable? On a défini effectivement un code de l'environnement qu'on a adapté, qui a été révisé justement pour inclure ces éléments-là. Alors, l'approche qu'on a, c'est vraiment, on a été lent en fait, mais je pense que c'est le lobbying des autres énergies, pas forcément fossiles, mais à gaz et puis plus à gaz en fait, pour lesquels le pays a beaucoup investi. Et donc, on était plutôt dans du 40-60. On est en train d'inverser un peu plus la tendance. On a beaucoup de barrages, on n'a pas beaucoup, mais on a quelques barrages. Et là, aujourd'hui, l'État sent bien qu'ils n'ont pas le choix que d'aller sur des énergies renouvelables à cause même du coût des énergies classiques. Alors, donc, et ça vient aussi dans le fait qu'il y a des entreprises qui ont démarré des projets d'énergie solaire et ils ont attendu pratiquement 2 ans de négociations avec l'État sur le prix d'achat de l'électricité, qui était trop élevé par rapport au coût de production. Et ça, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que le coût des équipements solaires ont baissé de plus de 50%, et l'État a fait un effort de racheter l'énergie qui est produite par de la transformation de biomasse ou bien de solaire à un prix un peu plus élevé que ce qu'il avait prévu, ce qui fait que l'un dans l'autre, on a maintenant des industries, des centrales solaires qui aujourd'hui vont commencer à démarrer, où il y en a 2 ou 3 qui sont en train de démarrer en même temps, ou qui sont en phase de croisière, et ça devient de plus en plus intéressant et devient des opportunités d'investissement pour des locaux. Hein. On a même des entreprises locales qui aujourd'hui veulent faire de l'énergie solaire, veulent faire… Donc ça, c'est la partie solaire. Et aujourd'hui, l'État va même plus loin. Dans l'électrification villageoise, elle est en train de faire aussi du mix énergie. De plus en plus, on est en train d'électrifier les villages avec du solaire, plutôt que de tirer les lignes de transport qui coûteraient plus cher à l'État et qui ne changeraient pas la vie des paysans qui ont besoin d'énergie pour pouvoir avoir des revenus décents. Et l'autre point aussi, c'est le développement de prestataires ou d'entreprises qui offrent des services à des privés pour avoir aussi du mix énergétique parce que l'énergie est chère et quelquefois on a des coupures parce qu'on a eu un problème il n'y a pas longtemps sur une centrale qui a eu une turbine qui a brûlé, je ne sais pas quoi. Il a fallu actionner notre centrale LNG qui est sur le bateau. Et donc, l'un dans l'autre, les gens se sont rendus compte que même chez eux, ils peuvent avoir des panneaux solaires pour avoir du mix énergétique. Et donc, c'est de plus en plus acceptable et c'est de plus en plus le trend, en fait, surtout dans les nouveaux développements immobiliers, ne serait-ce que pour chauffer l'eau et pour le courant classique. Et puis, la climatiseur et tout ça serait sur le courant le grid. Hein. Donc ça, déjà, c'est le développement du solaire. Il y a même aller un peu plus loin qui est des usines. On a une usine qui veut s'installer, on a une deuxième qui veut s'installer pour fabriquer des panneaux solaires. Ce que ça prouve bien qu'il y a un trend là-dessus en domestique, mais aussi en termes de centrales pour des panneaux de rechange en termes de maintenance pour les centrales solaires. Le deuxième aussi, c'est les solid waste. Comment est-ce qu'on prend les déchets et on les valorise pour faire de l'énergie ou pour faire des objets qui sont utiles pour la société. Et ça, de plus en plus, aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui sont intéressés à le faire, mais aussi des locaux, des jeunes entrepreneurs qui ont développé des techniques en tant que start-up et qui veulent vraiment le mettre en œuvre. Et pourquoi ça va prendre un peu plus? C'est parce qu'on a de plus en plus localement des entreprises, enfin des banques et des structures fiduciaires qui ont maintenant l'agrément
fonds verts qui aujourd'hui peuvent être un channel, plutôt un canal pour pouvoir récupérer des fonds verts. Les fonds verts sont de plus en plus accessibles. On a la possibilité de pouvoir structurer des projets un peu mieux pour avoir accès à ces fonds-là. Donc, c'est qu'il y a un comité interministériel qui justement gère toute la partie comment est-ce qu'on peut mobiliser les fonds verts. Donc ça permet aux jeunes, des startups et des jeunes qui veulent créer leur entreprise d'éco-biomasse peuvent aussi le faire. Et le dernier point aussi, c'est l'éthanol aujourd'hui. Donc le fuel qu'on a aujourd'hui, il y a une réglementation, je crois, qui dit qu'il faut intégrer plus de 10% de biofuel à l'intérieur de ce fuel-là. Et donc aujourd'hui, nous étant un grand pays de producteurs de manioc, comme dans la sous-région, Ghana et Nigeria, on a aujourd'hui des entreprises qui veulent s'installer, qui sont en train de s'installer pour produire donc de l'amidon et tout ça, mais aussi du bioéthanol, du biocarburant, qui vont intégrer dans le carburant qu'on aura, nous, en Côte d'Ivoire. Et donc ça, c'est un changement, j'allais dire, pas dramatique, mais c'est un changement de mentalité chez nous, où on a décidé que enfin, on n'a pas décidé, mais l'énergie renouvelable devient de plus en plus, fait partie de plus en plus de nos vies, ce qui n'était pas le cas avant. Le cas avant, c'est l'État qui fait l'énergie, nous on les regarde. Aujourd'hui, ce sont les entreprises privées qui s'engagent de plus en plus là-dessus et qui font bouger les lignes. Et ça, c'est une grande victoire pour nous et je pense que le trend devrait continuer. Pour le cas des Comores, le recours à l'énergie renouvelable, la transition énergétique, hein, c'est pas une tendance, c'est une nécessité. Nous approvisionner en énergie thermique, nous approvisionner en carburant revient extrêmement cher à l'État. On a une Société nationale de l'électricité qui est en perte constante, une fourniture de l'électricité qui est pas régulière. Hein. Nous en parlions quand nous étions à Doha. Je me souviens de cette anecdote de l'un des panélistes qui disait qu'un jour, il n'a pas été en mesure de charger son téléphone et qu'il a été très frustré et que donc il a ressenti la sensation que c'était de ne pas avoir accès à l'électricité. Et je lui avais répondu que cette sensation qu'il a eue, parce qu'il avait probablement oublié son chargeur, c'est le quotidien de beaucoup de nos populations, malheureusement. Donc voilà, nous on importe de l'essence c'est notre premier poste d'importation. Ça pèse lourd sur la balance commerciale et ça ne nous permet même pas d'assurer de façon régulière la fourniture en énergie, en électricité de la population comorienne. Donc, il faut trouver de toute façon d'autres solutions. Alors, vous l'avez dit, Madame Prophète, c'est que ces énergies-là, elles sont présentées comme des énergies qui sont peu coûteuses, alors qu'en réalité, en termes d'investissement, ce sont des investissements qui sont importants, qui sont lourds. Je commencerai par parler, nous, d'une source d'énergie qu'on présente dans le cas des Comores comme la source d'énergie presque miraculeuse qui nous permettra de mettre fin à nos problèmes d'accès à l'électricité et de réduire considérablement le coût de l'accès à l'électricité. C'est l'énergie issue de la géothermie, donc produite à partir de la lave volcanique. Ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on fait des études exploratoires qui coûtent très cher et qui pour le budget de l'État sont des dépenses conséquentes. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de partenaires au développement qui soutiennent ces recherches, mais ça paraît être comme un horizon lointain. On nous annonce des prix du kilowattheure qui seront extrêmement bas, mais il faudra avant ça passer par des investissements assez importants. Effectivement, ça pose le problème de lever ces fonds-là. Qui finalement ne permettront pas d'avoir un retour sur investissement immédiat, mais on est sur du très long terme. Et donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir attirer de l'investissement privé, pour attirer aussi de l'investissement public, pour faire ce type de recherche, pour ce type de projet. Je parle de la géothermie, je pourrais parler également d'autres sources d'énergie. Je parlais de centrales hydroliennes, qui, depuis quelques temps également, sont présentées comme une solution assez innovante pour nous. Nous sommes des îles, encore une fois, entourées par l'océan et produire de l'énergie à partir des courants marins.
On a un beau projet dans ce sens qui est porté à la fois par des Comoriens et par une société étrangère, mais qui les amène à devoir lever également, et on est à leur côté pour aller lever les financements pour pouvoir réaliser un projet comme celui-là. Et puis le plus accessible, je finirai par là, l'énergie solaire. Alors l'énergie solaire, on s'y est tous mis. Il y a un peu un espèce de paradoxe en fait entre le fait qu'on dise que voilà, on veut que nos pays transforment leur économie, développent leur industrie. On sait qu'on ne fera pas de révolution industrielle avec l'énergie solaire. En revanche, ça permet de soulager nos sociétés nationales d'électricité. Ça permet de les soulager parce que dans ce mix-là, le moment où on injecte dans le réseau cette énergie solaire leur permet de se décharger sur la production de l'énergie thermique. Et donc, dans notre cas, oui, on a pu construire plusieurs centrales dans un temps assez réduit, enfin faire construire des centrales puisque c'est des investissements privés et pas publics, mais on a pu soutenir à travers des mécanismes, notamment de finances dites mixtes, ce sujet qui est assez à la mode de la blended finance, comment l'État se met aux côtés de l'investisseur pour lui permettre d'obtenir des financements à des taux concessionnels pour pouvoir ensuite faire un effet de levier sur l'investissement de l'entreprise. Donc, on a pu obtenir des financements auprès de guichets institutionnels qui sont venus soutenir ou s'ajouter à des investissements privés pour la construction de plusieurs centrales solaires. Alors aujourd'hui, nous, on a un chiffre qui paraît très positif puisqu'on a un tiers d'énergie propre, mais en réalité, notre demande de pointe est très basse et due au fait justement que la régularité de l'énergie n'est pas assurée aujourd'hui et due au fait qu'on n'a pas encore ces industries-là qui vont créer, qui vont occasionner une hausse de la demande. Et voilà. Mais également dans des énergies un peu moins propres, mais un peu moins polluantes également. Et on essaye voilà, d'avoir ces investissements qui nous permettent de créer ce mix énergétique. Alors effectivement, on a pour la France, on avait une stratégie vis-à-vis de l'énergie qui était peut-être effectivement différente d'autres des pays qu'on vient de voir. On a, je crois, longtemps vécu dans l'illusion que l'énergie n'était pas un souci en France, que ce soit du point de vue de la production, puisqu'on avait la production nucléaire, on avait aussi des productions hydroélectriques et des fournitures de gaz ou du pétrole qui complétaient, qui n'était pas non plus un souci économique puisqu'on était dans une énergie pas chère. Ce qui fait que toutes les réflexions sur l'énergie renouvelable, le développement du solaire, de l'éolien ou autre, étaient plus mues par des considérations d'objectifs environnementaux, réduire l'empreinte carbone, être vertueux, être vert, etc., mais pas vraiment économiques ou stratégiques. Alors tout ceci a changé complètement depuis 2-3 ans, avec effectivement l'augmentation du coût de l'énergie, avec les crises géopolitiques dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment la guerre Russie-Ukraine, qui tout d'un coup ont été une révélation, si je peux dire, comme quoi l'énergie, et notamment les énergies fossiles pas chères, c'était fini, ça allait devenir de plus en plus coûteux et de plus en plus lié à des contraintes géopolitiques, de relations avec d'autres pays, d'autres gouvernements qui pouvaient être amis ou qui pouvaient être moins amis. Donc, ça devenait un enjeu important et un enjeu économique. Donc, ça, c'est le premier point, c'est que nous ne reposons plus aujourd'hui en France uniquement sur le nucléaire et le complément avec d'autres énergies. L'énergie renouvelable, notamment le solaire, mais aussi l'éolien, qui est très important en France, qui va être appelé à devenir de plus en plus important, ne sont plus simplement, je dirais, des actions vertueuses pour faire plaisir aux écologistes, mais des actions stratégiques pour acquérir notre indépendance énergétique et maintenir un coût d'énergie qui soit raisonnable. Alors, je rajouterai quand même un point, parce que ça me semble important pour tous les pays, et pas simplement pour des pays développés comme la France, c'est la question des économies et d'énergie et de l'optimisation énergétique.
on considère hein, que la solution aux problèmes d'énergie, notamment pour la France, mais pas seulement, donc, ce n'est pas seulement de développer de la production supplémentaire, au travers des énergies renouvelables, mais aussi de réduire le kilowatt le plus vertueux et le plus écologique, c'est le kilowatt qui n'est pas consommé. Et là-dessus, il y a des efforts énormes à faire. C'est le cas en France, que ce soit sur les aspects d'efficacité énergétique, d'isolation thermique des bâtiments, par exemple, sur lesquels il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui sont en train de se développer, qui, je pense, peuvent s'appliquer très largement à beaucoup d'autres pays. Pour nous, si on prend les bâtiments, l'enjeu, c'est de réduire les coûts de chauffage au travers des plus chauds, hein, plus sous les tropiques. C'est plutôt, au contraire, de réduire les coûts de climatisation en ayant des bâtiments mieux isolés, mieux ventilés, qui évitent d'augmenter les coûts de climatisation. Et puis là, c'est un exemple sur les bâtiments. Il y a d'autres exemples sur le chauffage pour la cuisine, sur les véhicules, bien sûr, etc. Donc, ces deux enjeux, produire plus de renouvelables maintenant, c'est important, c'est stratégique, et investir dans les économies d'énergie et dans la réduction en fait, de la consommation. Dernier point que je voulais souligner, parce que c'est un point intéressant qu'a mentionné Solange, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la question de l'énergie n'est plus une question de l'État, comme c'était le cas en France jusqu'à encore 6-7 ans, avec deux grands opérateurs nationaux, EDF et GDF. C'est de plus en plus le privé qui prend en charge. Et quand on dit le privé, ce sont bien sûr des grandes sociétés, parfois des grandes sociétés internationales, mais aussi de plus en plus de petites initiatives avec des nouvelles technologies, parfois même des startups qui amènent des solutions qui peuvent être tout à fait intéressantes, notamment au niveau de la gestion de l'énergie dans les zones rurales difficilement accessibles, qui peuvent offrir des solutions tout à fait performantes économiquement et bien adaptées à ce type d'environnement. Donc, je ne sais pas s'il y a un dernier point ou un dernier élément que vous voulez ajouter comme point de clôture. Dans le cadre du REARPI, on a une grosse opportunité ici, étant donné qu'on est vraiment sur tous les continents. On a une opportunité aujourd'hui de pouvoir créer ces synergies entre les différents continents et ceux qui peuvent apporter du business et ceux qui peuvent développer le business pour le compte de tiers, j'allais dire. Et donc, c'est comment est-ce que vraiment... Moi, je pense que la crise de Covid a été une opportunité pour l'Afrique de se positionner comme, j'allais dire, l'usine du monde. Mais la différence de ce qu'on avait, comme on disait, la Chine était l'usine du monde, avec tout ce que ça a son lot de pollution. Moi, je souhaite que l'Afrique devienne l'usine du monde en intégrant la partie des ODD, la partie sustainable, qui permettra effectivement à l'Afrique de rester propre et de rester dans ses valeurs, mais de pouvoir se développer à un rythme beaucoup plus rapide, parce que ces opportunités de délocalisation, et on dit produire local, consommer local, ça devient une réalité. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut vraiment qu'on pousse et qu'on profite en fait de notre réseau pour vraiment mettre ça en œuvre. Il faut vraiment qu'on le mette maintenant en œuvre. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite pour nous, le REARPI. Je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, mais peut-être au-delà de cette notion d'usine, hein, et de cette Afrique qui produit, de cette Afrique où enfin sortiraient des produits à valeur ajoutée. Je pense que ce qu'a révélé également ces différentes crises, et révélé également avant la crise dans certains pays, c'est, je le disais, cette capacité de l'Afrique à innover. Et souvent, on demande à l'Afrique en fait, de rattraper son retard en matière d'industrialisation. Et on sait qu'en matière d'innovation, en matière de numérique, l'Afrique est capable de faire un bond. Hein, on parle de ce leapfrog. Et l'Afrique doit aussi se vendre, se promouvoir par rapport à ces secteurs-là. Des startups africaines émergent.
je ne vais pas m'appesantir sur le succès du mobile banking en Afrique, de la mobile money en Afrique, etc. Et voilà, j'aurais ce message pour dire que, effectivement, oui, l'Afrique doit s'industrialiser. Il ne s'agit pas de le remettre en question. Il faut que l'Afrique puisse se nourrir et pourquoi pas nourrir le reste de la planète. Mais également, l'Afrique doit être capable d'être associée à l'innovation. L'Afrique doit pouvoir faire ce bond qui lui permet également de se positionner sur le secteur de l'innovation numérique. Donc, en guise de conclusion, je dis encore merci et je termine sur un point qu'a soulevé Solange, c'est de rester dans nos valeurs, gardons notre opportunité et valorisons nos potentiels. Encore une fois, je présente mes remerciements à Nadjati Sodiki des îles Comores, à Solange Amichia de la Côte d'Ivoire et à M. Philippe Inverio de Business France. Encore une fois, merci de votre participation.